de Céline Obadia et de Jérôme Demangel, ils se sont déjà signalés, et de Régis Pieri pour l'atelier numéro 2. Bienvenue à eux. Alors, je vais vous présenter Céline Obadia et Jérôme Demangel. C'est un couple de franchisés Pokawa. Ils ont donc, c'est du poké, c'est de la nourriture venue d'Hawaï en particulier. Vous avez 2 établissements, l'un à Asnières et l'autre à Amiens. Vous avez des projets, je crois. Prenez le micro. 2 points de vente donc que vous avez ouverts, mais vous avez aussi des franchises en laverie et en pressing. Des projets 2023, vous nous en parlerez. Sur Pokawa, le réseau créé en 2017, aujourd'hui 100 franchisés. 100 points de vente, pardon, dont 60 en franchise. Il y a une 50aine d'ouvertures par an, dont certaines se sont faites en Espagne, Suisse, Belgique et même en Colombie. On est sur des modèles de centre-ville et de centres commerciaux. Madame Obadia, peut-être sur ce que vous avez entendu jusqu'ici et peut-être ce qui vous intéresse dans ces questions liées à l'omnicanalité. Alors, il faut savoir que moi, l'omnicanalité, j'ai découvert ça au moment où la Fédération de la franchise m'a contacté pour venir justement parler un petit peu de notre expérience. Et effectivement, on est en plein dedans sans l'être encore réellement avec Pokawa, parce que ça nous a renvoyé à beaucoup de sujets pour lesquels on a beaucoup d'échanges avec le marketing, surtout Jérémy qui gère beaucoup plus cette partie-là. Puisque effectivement, aujourd'hui, l'enseigne Pokawa n'est pas encore omnicanal. Elle a pour vocation à en devenir. On travaille beaucoup de points de touch point, si j'ai bien retenu le jargon. Notamment avec l'application, le site web, le magasin, les tablettes où on peut passer commande, etc. Mais aujourd'hui, effectivement, on n'a pas encore cette possibilité d'avoir un vrai parcours client. Donc, c'est quelque chose auquel Pokawa est en train de travailler énormément. C'est le sujet de tous les comités de franchise sur lesquels ils ont envie d'arriver à ça. Mais c'est pas encore, effectivement, on est plutôt encore multicanal aujourd'hui. Ils ont pour vocation à devenir omnicanal. Nous, on est en tout cas avec Jérémy hyper attentifs là-dessus parce qu'on sait à quel point ça peut être très porteur de chiffre d'affaires sur nos points de vente. Donc nous, en tout cas, en tant que franchisé, on attend que ça et on est prêt à passer le cap. Mais en tout cas, c'est pas encore totalement au point pour l'enseigne Pokawa. Jérôme, là on parle avec vous de tech food. Le mot a été inventé sans doute depuis quelques 5 ou 10 ans. Il y a de nombreux canaux de commandes qui vont arriver dans votre boutique, dans vos boutiques Pokawa. La caisse, le click and collect, Uber, Deliveroo, l'application. Néanmoins, vous dites à côté de cela, on est très dépendant d'Internet. Il suffit d'un bug en soft ou en hardware pour que d'un seul coup vous vous sentiez démuni. Donc il y a ici, on l'entend, un objet de richesse, mais aussi un objet d'anxiété si on n'est pas carré avec son franchiseur sur l'aspect technologique. Alors effectivement, c'est tout à fait ça. Donc on a créé beaucoup de canaux, enfin Pokawa a créé beaucoup de canaux qui permettent en fait d'engranger beaucoup de commandes. Et le souci, c'est que l'ensemble de ces canaux tiennent, on va dire, à une connexion Internet. Aujourd'hui, effectivement, si j'ai plus de connexion Internet dans un restaurant, j'ai plus les bandes de commandes, j'ai plus Uber Eats, j'ai plus Deliveroo, j'ai plus Just Eat, j'ai plus Click and Collect, j'ai plus l'application. Et ça veut dire que des employés qu'on a formés pendant pas mal de temps à accueillir les clients, bonjour, tu vas bien, etc. Mais par contre, tout l'aspect commande, de faire confiance à tout ce qui est digital et de se focaliser sur la production, mais pas d'avoir du face-to-face, on va dire, pour demander, on va dire, aux clients qu'est-ce que tu souhaites dans un poké, edamame, carottes, etc. Non, ils sont plus habitués à ça. C'est-à-dire qu'en fait, par cet intermédiaire Internet, si j'ai plus Internet, je peux avoir facilement un restaurant tout de suite qui se retrouve un peu déboussolé. Et aujourd'hui, c'est vraiment le risque. Comment est-ce que vous formez vos collaborateurs? Je crois que vous en avez une vingtaine peut-être sur les 2 sites, c'est cela? Oui, un petit peu plus. Autour de ça, plus même. Comment vous les formez à ces projets qui sont soit développés par vous, soit proposés par le franchiseur? Alors, moi c'est pour ça que cet atelier m'intéresse, parce qu'on parle beaucoup de freins du franchisé. Nous, en fait, pour notre exemple, donc on a nos vies passées dans la gestion de centres de profit. Et en fait, aujourd'hui, on a choisi la franchise. Pourquoi? Et pourquoi on n'a pas choisi de nous ouvrir un restaurant ou un pressing, etc. On a choisi la franchise parce qu'on prend un modèle clé en main et on attend beaucoup du franchiseur qui nous dise voilà comment il faut faire.
si ils mettent en place une application, nous, bons élèves, parce qu'on a choisi la franchise, on va mettre en place l'application, etc., etc. Donc c'est pour ça que nous, en fait, on va pas réinventer la roue. On prend ce que nous propose Pokawa, on l'applique. Partant du principe qu'on est là pour le challenger aussi. Et en fait, tous ces outils-là, en fait, après, on l'explique simplement à nos équipes, managers, assistant managers, etc., comme quoi c'est des outils nouveaux qui vont leur permettre d'augmenter du coup leur chiffre d'affaires. Merci de votre présence. Autre témoin, côté de vous, Régis Pieri, c'est pas la première fois, je crois, que vous officiez dans ces entretiens. Vous êtes avocat chez Redlink depuis 2010, avocat, donc droit des contrats, de la distribution de la concurrence. Comment vous avez entendu ce qui s'est dit jusqu'ici et qu'est-ce qui fait votre intérêt pour ces questions digitales ou figitales ? Alors, c'est vrai que nous, dans l'accompagnement de nos clients réseaux de franchise, donc franchiseurs, qui mettent en place des stratégies d'omnicanalité, ce qui me plaît et ce qu'on a à traiter au quotidien, c'est dans cette mise en œuvre, dans cet accompagnement, c'est vraiment un challenge pour un juriste. Pourquoi ? Alors, on a vu tous les sujets de ce matin dans le cadre par rapport à la réglementation qui s'applique et on doit inscrire un programme d'omnicanalité dans le cadre de cette réglementation. Mais c'est aussi, et on l'a vu, et ce qui a déjà été évoqué, c'est une nécessité de cohérence entre les différents canaux, auxquels peuvent accéder donc les consommateurs. Donc cohérence, mais également un consommateur qui peut circuler entre les différents canaux, mais versus, d'un point de vue juridique, l'autonomie des franchisés. Et ça, c'est un vrai challenge de pouvoir finalement appliquer et de faire respecter une politique d'omnicanalité au sein d'un réseau versus cette autonomie en termes de prix, en termes de lien avec la clientèle. Et deuxième point, c'est un élément qui me paraît essentiel, c'est l'évolution et avec une nécessité de faire évoluer ce système d'omnicanalité de manière régulière pour s'adapter aux aspects technologiques de marché. Et là, c'est la signature du contrat que l'on a au départ. Il faut avoir le maximum de flexibilité possible dans le cadre du contrat pour pouvoir anticiper ces évolutions futures. Donc ça, c'est vraiment ces deux points qui sont intéressants d'un point de vue juridique. Maître Pieri, sur ces questions d'omnicanalité, est-ce qu'il y a déjà eu une affaire ou une jurisprudence qu'il est intéressant de mentionner ? Alors, il y en a beaucoup, mais je pense plus précisément d'ailleurs à une qui est plaidée à l'heure actuelle, cet après-midi même à la Cour d'appel de Toulouse, où on a un sujet, on a une volonté d'un franchiseur à un moment donné d'aller développer des ventes par l'intermédiaire de son site internet en début d'année 2020 pour pallier la crise Covid, avec l'idée de rétrocéder d'ailleurs une partie du chiffre d'affaires dès lors qu'il y a une vente qui est réalisée à destination du territoire d'un des franchisés. Et on a eu une fronde, ni plus ni moins, d'un certain nombre de franchisés du réseau, pas tous, mais plus de dizaines de franchisés qui précisément se sont dit non, mais là, il y a quelque part une déloyauté de la part du franchiseur, alors même qu'il peut y avoir une rétrocession de somme par rapport au chiffre d'affaires réalisé. Et donc, ça donne un aspect à la fois ce qu'il faut peut-être éviter, la réaction qui peut être celle de franchisés, mais surtout, et c'est ça qui me paraît très très intéressant, dans le savoir-faire marketing interne, comment on amène les choses. Alors il y avait une nécessité d'immédiateté, peut-être que là un manque de préparation, mais toujours est-il qui montre la nécessité d'embarquer le réseau, ça c'est essentiel. Vous défendez le franchiseur ou les franchisés ou personne dans cette affaire ? Franchiseur. D'accord. David Gantou, accompagné pour l'instant dans la salle de Sophie Jeanpère, on vous donne la parole à nouveau sur 19 minutes plus 60 secondes. Parfait. Donc, notre deuxième axe aujourd'hui, c'est effectivement la question de l'adoption et des pratiques omnicanales des franchisés. Donc, c'est vraiment un focus du côté des franchisés. Et pour cela, je vous propose 3 sous-axes, à commencer par les facteurs sous-jacents à l'adoption de l'omnicanalité par les franchisés. Alors, comment on a fait pour faire ressortir ces facteurs ? On est revenu particulièrement aux entretiens que nous avons menés avec les franchisés, mais également les entretiens avec ceux qui sont en lien direct avec eux, la direction d'exploitation et particulièrement les animateurs réseau. Et qu'est-ce qu'il en ressort ? Il ressort que 3 grandes choses ont un impact important sur la décision d'adopter certains canaux, d'adopter l'omnicanalité. La première, ce sont les attitudes des franchisés. Les attitudes en direction, en gros, qu'est-ce que représente pour eux l'omnicanalité, comment ils la conçoivent et qu'est-ce qu'ils ressentent vis-à-vis de cette omnicanalité. Et on trouve à la fois des attitudes positives, des attitudes négatives. On a essayé de les distinguer ici en bleu et rouge, donc qu'on a appelé des motivations et des freins.
Et je vais essayer de vous accompagner un peu dedans. D'abord, pour commencer, il y a deux groupes d'attitudes qui sont ambivalents. D'un côté un peu positif, de l'autre un peu négatif. Le premier, c'est celui qui, d'ailleurs du côté des franchiseurs, c'est intéressant, c'est ce qui est présenté en premier lieu, toujours, c'est pour nos franchisés, on ne comprendrait pas pourquoi ils seraient contre, c'est une super opportunité de croissance. Effectivement, les franchisés voient en ça une opportunité de croissance, d'amener de nouveaux clients, de vendre plus aux clients existants. C'est ce que disait Régis Van Nips tout à l'heure, c'est ce que disait Véronique Discourbio avec le 1 plus 1 font 3 plutôt que 2. Voilà, donc l'idée, ce ne sont pas des canaux en opposition, mais des canaux qui vont augmenter ça. Mais tout à l'heure, quand Jérémy a posé sa question sur le panier moyen, etc., j'ai pensé tout à fait à un point dont je vais parler maintenant, c'est qu'on a beaucoup de franchisés qui viennent nous dire « Oui, c'est ce que nous dit le franchiseur, mais en réalité, j'en sais rien. Il ne nous amène pas assez de chiffres pour nous montrer, pour nous démontrer. » Donc, il y a une attitude positive, mais elle est ambivalente, parce que d'abord, il y a des franchisés qui disent « Ah ben, moi, je veux vraiment du tangible pour y croire », et d'autre part, parce qu'il y a des franchisés qui sont, je pense à un franchisé qui est vraiment au fin fond de la Bretagne, avec qui j'avais parlé, et qui me disait, moi, il rigolait en disant « Toi, tu habites certainement Paris, n'est-ce pas ?» Je lui dis « Oui », il me dit « Bah voilà, moi, mes clients, ils ne viennent pas acheter par Deliveroo, etc. Dans mon coin, tu seras heureux de trouver un Uber si tu es dans le coin. » Voilà, il n'y en a même pas. Donc, effectivement, il y a ça, cette attitude en matière d'opportunité de croissance. Une deuxième attitude ambivalente, c'est en matière de l'impact sur la gestion de la relation client. Alors, évidemment, un franchisé qui a accès à un bon système omnicanal, c'est une opportunité de mieux connaître et mieux servir ses clients. Ça peut simplifier dans certains aspects la GRC, mais on a aussi des franchisés qui nous disent « Ah oui, simplifier, c'est vite fait » parce qu'en parallèle, ça la complexifie aussi. Le temps qu'on passe en caisse, à scanner des cartes de fidélité, à leur demander des informations, etc. C'est aussi la perte du contact humain parce qu'on passe beaucoup plus de temps à valider parfois des commandes en ligne, alors qu'on a souvent des franchisés qui sont en reconversion à partir d'un certain âge dans le professionnel et qui nous disent « Moi, j'ai fait ce métier ». Je pense à une fleuriste que Sophie a interrogée et qui nous disait « Moi, j'ai fait ce métier parce que je voulais être commerçante de centre-ville et avoir du contact avec les gens, les conseiller, pas pour passer ma journée à valider des commandes en ligne. » Donc vraiment ça, il y a une modification du métier qui est fortement perçue. Ça rappelle beaucoup cette dimension humaine dont parlait beaucoup Régine précédemment. Il y a des attitudes qui sont très positives, strictement positives, c'est le fait de voir l'omnicanalité comme un moyen de renforcer la marque, de faciliter la gestion en back-office, de développer même les compétences managériales et personnelles du franchisé. À l'inverse, l'attitude négative, elle est très fortement focalisée sur la notion de concurrence interne. On a beau, entre nous ici, dire non, c'est du 1 plus 1 font 3, etc. Le franchisé, beaucoup de franchisés en tout cas, continuent à voir ça comme un nouveau moyen de concurrence interne, d'où, par exemple, le cas juridique que vient d'évoquer notre invité. Il y a également parfois des conflits qui s'installent entre franchisés à cause de l'omnicanalité. Ne serait-ce que tu m'as piqué ma photo sur Instagram pour la réutiliser, et donc tout ça participe à une attitude négative. Donc d'abord, il y a la question des attitudes. Puis, on a une question qui est ce qu'on appelle dans notre jargon de psychologie du consommateur, ce qu'on appelle le contrôle comportemental perçu. Pour simplifier, si je veux arrêter de fumer demain, ou dans mon cas, si je veux arrêter de manger du chocolat, il faut que j'en ai envie, que j'ai une bonne attitude, mais il faut aussi que je me sente capable de le faire. Dans mon cas, je ne suis pas très capable, et on a des franchisés qui nous disent « Voilà, moi je veux bien, mais en matière de ressources, de compétences, il y a beaucoup de choses qui ressortent, qui font que certains franchisés ont des gros points de blocage. » L'omnicanalité, ça prend des ressources financières, mais aussi beaucoup du temps. Quand vous êtes 20 ou 10, comme vous dites, de magasins, vous avez plus d'une vingtaine, donc il y a en moyenne 10 personnes dans un magasin, c'est une chose. Quand vous êtes un petit magasin de chocolat ou fleuriste, etc., où vous êtes seul, parfois, dans votre magasin, vous n'avez pas assez de temps pour gérer tout ça. Donc le temps est une ressource importante. Ce sont des ressources internes. Les ressources externes peuvent amener ou faciliter cette question-là. On a beaucoup de franchiseurs qu'on a rencontrés qui disent « on est conscient de cela, donc on met à disposition de nos franchisés des ressources, ne serait-ce que toutes les images qu'ils pourront partager sur leurs réseaux sociaux sans devoir eux-mêmes
développer les publications. Ne serait-ce que le fait d'aller négocier des tarifs avec des agences de communication locales pour qu'ils puissent être en contact avec. Et on a aussi des questions de compétences, des compétences qui manquent beaucoup chez certains franchisés, des compétences sur comment gérer les canaux, mais également comment choisir les canaux, comment optimiser les ressources du franchiseur. Le troisième gros morceau, très important aussi, c'est ce qu'on appelle les normes sociales. Les normes sociales, c'est vraiment l'impact des influences des autres sur nous. Alors, les franchisés, on a trouvé 3 grandes sources d'influence sur eux qui peuvent contribuer, avec les attitudes et le contrôle, à développer cette envie réelle de s'investir et d'investir dans l'omnicanalité. D'abord, des influences internes au réseau. Le franchiseur, évidemment, c'est le rôle de l'animateur ici. L'animateur, la direction commerciale, savoir vendre et accompagner, très important dans cette démarche-là. Les autres franchisés, on va y revenir plus tard, jouent un rôle très important comme ambassadeur. Lorsqu'on a un franchisé qui est enthousiaste, qui est convaincu, qui a vu du chiffre, qui peut en parler à ses collègues, c'est un levier formidable. Les influences externes au réseau, notamment le consommateur, le client qui vient dire au franchisé pourquoi tu n'as pas ça, pourquoi tu n'as pas ça, ça pousse beaucoup. Mais surtout, l'influence sociale la plus importante, ce sont des influences qu'on a appelées, nous, des agents internes au changement, ou de changement. C'est quoi ces agents internes de changement? C'est particulièrement 2 types de personnes. Les enfants du franchisé ou ses salariés jeunes. Dans beaucoup de cas, on a des franchisés qui sont là depuis 20 ans, etc., qui ne connaissent pas les nouveaux réseaux sociaux, qui n'ont pas envie d'investir, etc., qui ne voient pas l'utilité. Et on a leur enfant, un enfant qui a quand même 20 ans, qui reprend peut-être l'affaire, qui les aide dans l'affaire, ou un salarié jeune qui peut déjà évangéliser, d'une part, et d'autre part, à qui ils peuvent déléguer. Très important. Et pour finir, tout ça est quand même contingent à des caractéristiques individuelles. Évidemment, des franchisés plus jeunes qui ont grandi avec la technologie, c'est plus facile, mais également, ce n'est pas qu'une question d'âge ou de génération, ça fait combien de temps qu'ils sont dans le réseau. Quand on est dans le réseau depuis 20 ans, qu'on a ces habitudes, on voit beaucoup de résistance. Aussi, ce que les Américains appellent, dans notre milieu des sciences de l'éducation, the growth mindset, l'état d'esprit de croissance. On a des personnes, on le voit dans tous les domaines, y compris dans la franchise, qui ont envie de développer leur affaire, qui ont envie d'apprendre de nouvelles choses, d'expérimenter de nouvelles choses. Moi, j'avais une franchisée dans une agence de location de voitures qui me disait « Moi, je vais régulièrement à des formations, j'investis dans des formations, des CCI, etc., où j'ai appris moi-même à faire des personas, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, parce que j'ai 50 ans, je ne suis pas vieille, j'ai envie de continuer à apprendre. » Donc ça, c'est quelque chose qui joue de façon importante. Donc voilà un peu au niveau psychologique ce qui peut pousser, et plein de leviers, on va y revenir tout à l'heure dans nos recommandations, qui peuvent pousser à mieux adopter ou à plus adopter en matière d'omnicanalité. Mais qu'en est-il réellement? Que font les franchisés? Pour comprendre leurs pratiques réelles, on est allé vers nos données quantitatives, les 400 questionnaires qu'on a collectés auprès des franchisés. Et qu'est-ce qu'on a trouvé ici? D'abord, il faut dire que dans le questionnaire, on a proposé aux franchisés au début 20 canaux très divers. Le magasin, Facebook, Instagram, le click and collect, la livraison, les sites tiers, c'est-à-dire les marketplaces, Google My Business, les moteurs de recherche, etc., etc. Et pour chacun d'entre eux, on leur a posé une question simple. Est-ce que vous utilisez aujourd'hui ce canal pour vendre à vos clients? Oui ou non? Et est-ce que vous utilisez ce canal pour communiquer avec vos clients? Oui ou non? Et qu'est-ce qu'on voit? On voit 2 choses. D'abord, on voit qu'il y a une prédominance très claire des canaux de communication sur les canaux de vente. Il y a un usage beaucoup plus important de canaux de communication, 8 en moyenne contre 5 de canaux de vente. La deuxième chose très importante, c'est qu'on voit que les franchisés semblent privilégier les canaux qui sont sous leur contrôle direct. Si vous regardez la figure qu'il y a ici, en bleu, ce sont les canaux qui sont sous le contrôle direct du franchisé. Le magasin reste de loin le canal qui est privilégié et le plus utilisé à la fois en matière de vente et de communication, et il est suivi par le téléphone du franchisé. Le site web est important pour communiquer et pour vendre. Facebook, à la fois du franchiseur et des franchisés, et les moyens traditionnels, les SMS, les brochures, l'affichage, etc.
Mais vous voyez bien que le bleu est dominant, c'est vraiment plus les canaux du franchisé. Deuxième chose aussi importante, c'est qu'on a posé une question supplémentaire aux franchisés. On leur a dit, d'accord, vous avez coché ces canaux-là pour vendre et pour communiquer. Maintenant, parmi les canaux que vous avez cochés, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les 3 qui pour vous sont les plus efficaces pour générer des ventes et quels sont les 3 qui sont les plus efficaces pour développer la relation marque-client? Et bien dans les 2 cas, et de loin, le canal le plus cité reste le magasin. Donc ce n'est pas seulement le canal le plus utilisé, mais c'est le plus utilisé parce que le franchisé continue à le voir comme le canal qui est le plus efficace. Le trio de tête, c'est le magasin, donc de loin. On a le site web de la marque et le téléphone du franchisé en 2e ou 3e position, selon que l'on soit sur l'objectif vente ou sur l'objectif communication. Et aussi en matière de comportement réel, de pratique des franchisés, on a voulu voir, comme tout à l'heure pour les consommateurs, est-ce que tous les franchisés se comportent de la même façon? Est-ce qu'il y a des profils d'adoption différents? Et là, on a retrouvé 8 segments. Alors 8, je vous avoue, c'est un peu lourd à présenter rapidement comme ça, mais je vous rappelle quand même que tous les rapports de la FFF seront publiés comme d'habitude sur le site, et on fera quelques infographies pour vous aider visuellement avec ça qui seront bientôt sur LinkedIn. Donc je ne vais pas pouvoir présenter les 8 segments. Juste pour vous dire rapidement, on a 2 segments qu'on a trouvés qui ont un recours très équilibré aux canaux de vente et de communication, à des niveaux différents. Il y en a qui sont assez réfractaires, ils n'ont que 3 qu'ils utilisent vraiment, et d'autres qui utilisent un peu plus. Puis on a 4 segments qui, eux, ont une sorte d'adoption qui est très concentrée, soit concentrée sur un faible nombre de canaux, soit concentrée sur l'objectif vente ou l'objectif communication. Dans les 2 cas, ces 6 segments-là, ils ont un recours équilibré aux canaux du franchiseur comme aux canaux du franchisé. En revanche, on a 2 segments dont l'un est très fortement orienté vers des canaux dominés par le franchiseur, c'est-à-dire ce sont des franchisés qui délèguent, à part le magasin, tout le reste presque, ils le délèguent à leur franchiseur. Et à l'inverse, on a des franchisés qui sont largement en avance sur leurs enseignes, qui apparaissent un peu comme retardataires. Alors, qu'est-ce qui explique que l'on tombe dans telle ou telle catégorie? Plein de facteurs. Je voudrais juste vous faire un petit focus rapide sur 4 points importants. D'abord, des caractéristiques du réseau, dont notamment l'âge. On a vu une barrière très significative autour des réseaux qui ont plus ou moins de 5 ans d'existence. Les réseaux qui ont moins de 5 ans d'existence sont très orientés dans un enthousiasme multicanal ou omnicanal à utiliser plein de canaux et surtout à privilégier les canaux de vente. Au-delà de 5 ans, on est plus sur des comportements concentrés. Deuxième point, ce sont les caractéristiques du franchisé. Je fais un focus ici sur une des caractéristiques, le fait d'être mono-magasin ou multi-magasin, mono-enseigne ou multi-enseigne. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que plus le franchisé a d'enseignes en parallèle à gérer, et plus il favorise une démarche concentrée. Et plus il a de magasins au sein de la même enseigne, et plus cette fois-ci il est sur un objectif vente et pas uniquement communication. Une explication possible, c'est peut-être que dans ce cas-là, il y a des économies d'échelle qui permettent aussi des investissements plus importants dans ce type de canaux. Troisième point, ce sont les perceptions de l'omnicanalité. Focus sur 2 points ici. D'abord, le soutien du franchiseur. Les franchisés qui sont plus orientés vers les canaux de vente sont ceux qui déclarent un plus haut niveau de soutien de leur franchiseur dans leur mise en place. Donc, à garder en tête. Deuxième point, la concurrence interne. Plus les franchisés perçoivent la concurrence interne comme étant élevée, et plus ils vont s'écarter des canaux de vente digitaux. C'est plutôt logique parce que, effectivement, les canaux de vente digitaux, ce sont ceux qui étaient considérés historiquement comme le cheval de Troie du franchiseur pour venir concurrencer les franchisés tels que le site web. Et enfin, la relation du franchisé à la marque, plus les franchisés sont engagés envers la marque, et plus ils vont développer des canaux de communication. Pour finir, notre troisième axe, dans cet axe-là, on a voulu voir ou comprendre les pratiques collaboratives entre franchiseurs et franchisés. C'est bien de dire on va co-créer, mais en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, juste un petit préambule quand même de lexique, je dirais. Nous, dans notre jargon, on distingue aujourd'hui 3 choses. On distingue la co-création de valeur, la coproduction de valeur, la co-destruction de valeur. Qu'est-ce qu'on entend par ça?
Dans les trois, vous avez co. Donc il y a l'idée que franchiseur et franchisé font quelque chose ensemble. Lorsque c'est le franchiseur qui vient s'immiscer dans les processus du franchisé, par exemple, il vient l'aider à faire quelque chose, on appelle ça de la co-création. À l'inverse, lorsque c'est le franchisé qui est invité par le franchiseur à l'aider dans une démarche, c'est de la coproduction. Et la co-destruction, c'est lorsque le travail en commun, au lieu de créer de la valeur, il en diminue. En réalité, pour illustrer tout ça, qu'est-ce qu'on a trouvé? En matière de co-création de valeur, on a trouvé 4 domaines où les franchiseurs viennent aider sur le terrain leurs franchisés. D'abord, au niveau du développement de nouveaux canaux. Pour vous donner un exemple, on a un franchiseur qui a un des franchisés qui lui a dit « Moi, j'aimerais bien qu'on ait au lieu de demander au client d'aller faire l'enquête de satisfaction et personne n'y va plus tard, j'aimerais bien avoir un QR code sur l'arrière de ma tablette qu'on utilise dans les rendez-vous et comme ça, le client peut, devant moi, scanner et il a plus de probabilité de remplir. » Chiche, le franchiseur, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il a aidé les franchisés techniquement à développer ça. Parce qu'un franchisé, je ne sais pas pour vous, mais moi je ne sais pas développer un QR code et j'imagine que les franchisés, généralement, non plus. Deuxième lieu où le franchiseur vient aider les franchisés, le test de nouveaux canaux ou de nouveautés omnicanales. On a un franchiseur cuisiniste qui a des franchisés très orientés digital, parce qu'il travaillait dans le digital avant, et qui lui ont dit on va développer une landing page. Il leur a dit d'accord, mais vous savez, pour faire le test de la landing page, je veux que vous contrôliez tel et tel et tel KPI, parce que c'est ça qui est important pour notre enseigne. Troisième lieu, le déploiement de nouveaux canaux. On a par exemple un réseau où la direction marketing et la direction d'exploitation ont cartographié tous les outils utilisés par tous les franchisés pour pouvoir venir apporter un soutien qui est customisé à chaque franchisé. Et le perfectionnement, par exemple, des canaux existants, comment on peut mieux les utiliser. Le même réseau d'ailleurs a constaté que les pages Google My Business qui ont un succès fou auprès des franchisés qu'on a interrogés, ils adorent Google My Business, sont parfois pas mises à jour. Pas les bonnes photos, on a les horaires d'ouverture, mais pas ceux, par exemple, quand il y a un jour férié, etc. Et le franchiseur, qu'est-ce qu'il a proposé à tous ses franchisés? Il leur a dit, et si on dédoublait ces pages et vous me donnez accès, et moi, je ne fais rien derrière votre dos, juste je viens faire ces mises à jour qui, pour vous, sont assez embêtantes. À l'inverse, en matière de coproduction, on retrouve les mêmes domaines. On a des franchiseurs qui, parfois, invitent leurs franchisés à les aider dans le développement d'un nouveau canal. On a un réseau, par exemple, dans la distribution alimentaire spécialisée qui voulait développer le click and collect et qui a dit à ses franchisés, on fait plusieurs réunions et vous me décrivez votre click and collect idéal. On va partir de là et on va le développer ensemble. En matière de test aussi, on a plusieurs réseaux qui, dans leur démarche de test AB ou de POC, les Proof of Concept, etc., tout ce qui est test de l'innovation, ils mettent à profit des unités pilotes de leurs franchisés. Dans le déploiement aussi, on a des réseaux qui font beaucoup intervenir leurs propres franchisés auprès d'autres franchisés en tant qu'ambassadeurs pour augmenter l'adoption. Et enfin, en matière de perfectionnement, aujourd'hui, un point dont nous parlerons dans la 3e table ronde, c'est celui des tableaux de bord des animateurs. Or, on a un franchiseur qui a dit, pour faire évoluer les tableaux de bord des animateurs, je vais inviter les franchisés à participer à cette réflexion. Pour terminer, comment la collaboration peut-elle détruire de la valeur? Détruire, c'est peut-être un terme un peu fort, mais diminuer la valeur qui est créée. D'abord, il y a des effets de ralentissement. On a très clairement des cas qu'on a observés où le fait de vouloir faire ça main dans la main avec les franchisés, au lieu qu'un projet comme la signature électronique ne prenne 6 mois, il a pris 2 ans, 2 ans et demi. Voilà. Donc effectivement, ça prend du temps et ça prend des ressources, ça mobilise des ressources. Plus on veut écouter toutes les idées des franchisés et faire des commissions et travailler ensemble, et plus on va prendre du temps et des ressources pour cela. Voire, et c'est ça peut-être le point le plus dangereux, on va détruire de la valeur relationnelle. Parce que faire des comités avec ses franchisés, où on écoute vraiment ses franchisés, c'est une chose. Faire des comités avec ses franchisés pour dire à ses franchisés, on vous a écouté et ne pas les écouter à la fin, comme il arrive dans tout métier, il faut le dire, finalement, pas qu'avec les franchisés.
Ben ça crée une vision parfois un peu cynique au sein du réseau qui peut détruire de la valeur. Et il y a des effets de cannibalisation qui viennent, eux, du fait que parfois le franchiseur développe un canal, mais il continue à travailler avec les franchisés sur leurs propres canaux et leurs propres idées. On se retrouve avec des canaux parallèles où on a investi des ressources en parallèle pour faire la même chose. Quels sont donc nos enseignements et recommandations avant de laisser la parole à ma collègue? D'abord, garder en tête plusieurs leviers potentiels pour encourager l'adoption, rendre les bénéfices tangibles. Voilà, très important. Les franchisés, et ils ont raison de le faire, ils doutent de l'omnicanalité en disant bah, est-ce que ça apporte vraiment cette valeur ajoutée? Il faut la leur montrer. On en parlera beaucoup dans le troisième axe tout à l'heure. Les accompagner aussi et mobiliser les influences sociales positives, notamment la deuxième génération ou les jeunes salariés. Les animateurs les connaissent très bien et peuvent bien s'appuyer dessus. Autre chose, c'est qu'on a vu une grande diversité avec la segmentation, 8 segments, donc 8 façons de faire l'omnicanalité par les franchisés. Or, je n'ai souvenir d'aucun entretien où un franchiseur m'a dit « nous, on veut ce type ou un type ». On a une idée très claire de ce qu'on veut que les franchisés fassent en matière d'omnicanalité. Donc peut-être stratégiquement, il faut commencer à réfléchir aussi à ce qu'on attend de ces franchisés en matière d'omnicanalité et comment les orienter vers ça. Et enfin, l'approche collaborative, certes très importante, mais gardez à l'esprit qu'il faut qu'elle soit stratégique là aussi et mise en place à bon escient, parce que sinon elle peut aussi co-détruire de la valeur et pas uniquement co-créer. Merci. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Peut-être présentons Sophie Jeanpère, qui a été à la clé de ce recueil de bonnes pratiques et de mauvaises pratiques. Donc, ma collègue Sophie Jeanpère, qui est maître de conférence à l'université Aix-Marseille. Bonjour Sophie. Voilà, et chercheuse au Cretlog. Sophie est spécialiste, c'était la spécialiste dans notre équipe de la distribution multicanal et omnicanal. Elle avait fait sa thèse de doctorat sur la question et elle a beaucoup travaillé sur la question de l'adhésion du personnel en contact dans les transformations omnicanales. Voilà. Jérôme et Céline, d'autant plus que vous avez un agenda, je crois, qui va vous ramener vers les Pokawa. Comment avez-vous entendu cette restitution de notre binôme de chercheurs? Céline. Jérôme, je sens que vous avez plus... Jérémy, pardonnez-moi. Moi, j'ai une observation et une question. L'observation, effectivement, tout à l'heure, on disait que Régine disait tout à l'heure, et je partage à 200%, que derrière le client, il y a un humain. Et je pense aussi que derrière la franchisée, il y a aussi un humain. Et je crois beaucoup en la co-création, la coproduction, etc. Et au même titre qu'il faut comprendre le client, il faut comprendre le franchisé, connaître ses freins, connaître ses leviers d'acceptation, etc. pour, au final, que ce soit gagnant-gagnant et qu'il accepte naturellement. Peut-être aujourd'hui, un franchisé qui n'accepte pas une application, peut-être qu'il a un frein lui-même sur une mauvaise expérience ou il n'est pas digital natif, comme par exemple Céline et moi, on peut l'être, etc. Donc peut-être qu'il a un frein personnel qui bloque du coup son point de vente, mais au début, c'est un frein personnel. Donc vraiment accompagner les franchisés, comprendre vraiment quels sont les vrais leviers. Et là, la question que j'ai aussi, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on achète aussi un modèle de franchise, c'est un modèle préétabli quand on est franchisé. Le quid un peu du contrat de franchise. Aujourd'hui, lorsqu'on signe un contrat de franchise, on prend un modèle tel qu'il est à l'instant T de la signature. Demain, si l'enseigne rajoute des applications, rajoute des différents canaux, etc., est-ce qu'on doit les accepter naturellement? Est-ce qu'on peut s'opposer, etc. Je pars du principe que lorsqu'on est franchisé, on prend le modèle de bout en bout. On peut challenger un petit peu le modèle, mais s'y opposer, ça met en danger son point de vente, ça met en danger la marque, ça met en danger les points de vente des autres franchisés qui, eux, suivent peut-être le chemin. Donc voilà, c'est un peu le quid les limites un peu du contrat de franchise. Madame Obadia, en complément de témoignage. Effectivement, je confirme, pour avoir fait pas mal aussi de conseils dans le réseau de franchise, on s'aperçoit que les enseignes, les points de vente les plus en difficulté sont ceux qui finalement ont du mal à se digitaliser, à prendre un petit peu ce virage avec l'omnicanalité. Très souvent, comme ça a été évoqué, c'est parce que c'est des gens qui parfois peut-être aussi viennent de la restauration traditionnelle, donc pas du tout habitués à ce type de fonctionnement, qui sont peut-être pas natifs comme nous avec la digitalisation. Et effectivement, je pars du principe qu'il y a le contrat, honnêtement, on le signe, on le lit pas forcément de bout en voilà. Donc, en général, le contrat, on le sort quand ça va pas. C'est toujours comme ça. Je pars du principe que c'est effectivement un vrai partenariat qu'on met en place avec l'enseigne, un vrai contrat de confiance
Et quand ils nous donnent des nouvelles applications à mettre en place, des nouveaux points de vente, des nouvelles manières de ramener le client, nous, on est toujours partant pour essayer, on teste, on voit si ça fonctionne et ensuite on regarde si finalement on a eu les résultats ou pas, on en débat avec l'enseigne et on est plutôt effectivement, à chaque fois en tout cas jusque-là, dans la coproduction, dans la co-création. Et on est toujours ouvert à l'idée. On part du principe que l'enseigne, elle a tout intérêt à ce qu'on fasse plus de chiffres, parce que derrière, il y a plus de royalties qui sont prélevées. Donc, s'ils nous disent derrière, il faut aller un peu plus sur l'application, il faut aller sur le site, il faut développer, faut continuer à travailler avec les agrégateurs comme Uber Eats et Deliveroo, on y va, on teste, on essaye. Ensuite, on adapte en fonction du point de vente. Et ensuite, il y a le retour d'expérience. Et on a la chance, en tout cas, chez Pokawa, d'avoir une enseigne qui est aussi très à l'écoute, très active et qui sait aussi s'adapter et peut-être aussi se remettre en question. Donc, vous décriviez dans des vidéos votre franchiseur comme très innovant, très accompagnant également. Est-ce que le descriptif qui a été proposé par nos chercheurs vous amène à de nouvelles attentes vis-à-vis de lui ou ça vous conforte dans leur fonctionnement? Alors, en fait, ça nous conforte vraiment. C'est un vrai cas d'école, en fait, hein, l'enseigne Pokawa. En tout cas, ils font comme tout le monde, on peut se pointer, on réadapte, mais ça reste une enseigne qui est très, très accompagnante. On a un vrai animateur de réseau de proximité qui est là pour nous accompagner sur toute la partie digitalisation, autant dans les process, évidemment, sur le point de vente, mais tout cet accompagnement vers l'omnicanalité, ils sont tout le temps là. Ils s'adaptent aussi, c'est-à-dire que ce qui est très intéressant aussi chez Pokawa, ça va un petit peu dans ce sens de la digitalisation, ils nous mettent aussi à disposition des outils marketing. Et c'est là qu'on voit un peu la différence entre certains points de vente et certains franchisés. Jérémy est très habitué, donc il est très friand de ça. Et on sait aussi faire du marketing local et aller chercher tous les outils qui sont mis à disposition de Pokawa, par Pokawa, pardon. Et effectivement, parfois, il y a d'autres franchisés dans le réseau qui ont plus de mal à aller se servir sur ces outils qui sont mis à disposition pour se digitaliser, pour travailler leur marketing local. Donc c'est là où effectivement c'est un vrai challenge, je pense, pour l'enseigne, de réussir à fédérer l'ensemble des franchisés pour garder cette harmonie en fait. Et Jérémy, quel est votre sentiment pour terminer ce retour vis-à-vis de ceux qui vont moins vite, qui peuvent avoir des résistances ou des envies de ne pas coproduire et qui seraient plutôt, ou co-décider, mais qui seraient plutôt dans la co-destruction? Alors, effectivement, dans la co-destruction, j'en vois peu et j'ai vraiment du mal à comprendre comment on peut arriver effectivement à ce niveau-là. Mais pour moi, vraiment, la clé, ce que je disais tout à l'heure, c'est comprendre vraiment les freins du franchisé. Pour moi, c'est la base. D'accord, donc vous ne jugez pas, vous dites, c'est qu'on s'explique mal ou on le comprend pas bien. Des fois, il y a forcément des points de non-retour, c'est évident sur différents points. Mais après, je trouve que le dialogue, au même titre qu'on l'a avec un client pour déclencher un acte d'achat, on peut l'avoir facilement avec un franchisé pour déclencher une coproduction, une co-création, etc. Vraiment créer de la valeur. Très bien. Maître Pieri. Merci. Oui, donc ça va dans le sens la pédagogie dont il faut faire preuve pour adhérer, faire adhérer et embarquer le réseau. Avec le questionnement par rapport aussi au contrat de franchise, ce que vous avez interrogé à l'instant. Le contrat de franchise, on a vocation, l'omnicanalité à venir le faire rentrer dans le savoir-faire est évolutif, le franchisé doit accepter les évolutions. Mais c'est vrai que la mise en œuvre d'un programme omnicanalité peut aussi emmener un certain nombre d'investissements à réaliser, évidemment par le franchiseur, mais il peut y avoir aussi le franchisé dans le magasin, des investissements à réaliser, des caisses spécifiques, voire des montants de redevance. Donc là, il y a nécessairement quelque part l'obligation en tout cas, d'aller chercher, au-delà de l'adhésion, on va dire morale et commerciale, c'est aussi l'accord purement juridique aussi des franchisés. Et alors, même si on pouvait peut-être s'abstenir dans certains cas, je pense que au-delà de toute la préparation, de la présentation, avec l'idée de donner du sens, et je pense que c'est essentiel au moment où on met en œuvre une omnicanalité, vous l'avez rappelé, c'est donner du sens et des valeurs du réseau. Ça, je pense que c'est essentiel dans le cadre de cette démarche. Et c'est quelque part, au moment où on a fait tout ça, c'est avoir une espèce de quelque chose qui peut être assez court, mais ne serait-ce qu'une signature d'un document pour dire voilà, on s'engage. Et je pense que derrière, on aura beaucoup plus au niveau du réseau, avec des valeurs et des engagements réciproques, l'idée de pouvoir embarquer et de poursuivre cette démarche avec à un moment donné un document signé qui se veut peut-être plus moral que juridique, mais d'avoir quelque chose d'adéquat.
On va pas tarder à libérer nos deux franchisés. Retour vers Amiens ou Asnières. Peut-être le mot du chercheur ou de la chercheuse. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie d'ajouter ou sur lequel prospérer? Et Régine Van Hems ensuite. Alors moi, effectivement, peut-être un peu pour apporter une réponse à, pardon, pas au rejet, mais en tout cas au manque d'envie des fois. C'est pas forcément un manque d'envie des franchisés d'aller vers une innovation, mais c'est vraiment ce que Nabil a dit. On l'a vraiment constaté dans les réseaux qui sont très petits. On a un salarié ou deux. C'est pas qu'ils n'ont pas envie en fait de mettre de la digitalisation ou de mettre des nouvelles solutions, mais c'est qu'ils n'ont d'une part pas le temps. Donc ils se retrouvent dans un manque de personnel en réalité, en se disant bah, si je suis là, je suis pas ailleurs. Et deuxièmement, un manque d'argent aussi. Hein. Des fois, ça représente des investissements et de compétences. Alors les franchiseurs, ils ont un rôle important à jouer parce que clairement, ils peuvent participer en termes de co-création, de co-développement et de coproduction, mais aussi quand ils donnent des bases d'images pour faire la communication sur le web, etc. Il y a plein de franchisés qui ne savent pas du tout faire ça. Donc on leur apporte des banques de données, des banques d'images, et là, ça peut permettre aux franchisés de passer un cap. Mais c'est clair que ceux qui ne sont pas vraiment trop motivés, qui n'ont pas ces outils-là, qui vont être fournis par le franchiseur, ça va être beaucoup plus compliqué pour eux d'y aller vers cette transformation. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils s'y opposent, mais ils n'auront pas les ressources suffisantes pour pouvoir y procéder. Effectivement, vous avez soulevé quelque chose de très intéressant que j'ai vu pas mal en consulting, c'est que vous avez raison, parfois ils n'ont pas le temps. Et ils n'ont pas le temps, et c'est là qu'il y a un challenge avec la marque de se dire, si j'attends, en fait, il y a deux types de franchisés. Il y a l'investisseur et l'entrepreneur. Celui qu'on voit comme entrepreneur qui va travailler dans son point de vente, et si le business model il est créé comme ça, c'est-à-dire que tu dois faire tes chiffres toi aussi, parce que sinon c'est pas rentable de payer un manager tel que le business model il est créé. Ça sert à rien de lui demander effectivement de travailler sur toute la partie marketing et digital, etc. Un, ce sera pas son métier, et deux, il aura jamais le temps de le faire. Donc c'est quelque chose à avoir dès le départ dans le choix de vie, dans le choix de l'enseigne, et aussi à l'enseigne de comprendre comment son business model il fonctionne. Mais si elle attend effectivement, comme nous on fait, d'être plutôt des investisseurs, donc on met en place la structure comme Pokawa nous l'a demandé, on met des managers assez capés qui savent faire tourner le point de vente, et nous on est la dernière de nos écrans à analyser tous les KPI, tous les agrégateurs, et à décortiquer la stratégie marketing qui est proposée par l'enseigne pour pouvoir en plus s'adapter un peu plus à notre point de vente, leur faire des retours, et on a le temps nous de faire des comités, de bosser. Jérémy a le temps de faire des journées entières avec le directeur marketing de Pokawa, parce que là effectivement on a le temps, on a été formé, et en plus on apprend avec l'enseigne. Mais c'est vrai, et ça c'est vraiment vrai, il y en a certains, ils ont du mal à sortir leur point de vente, même dans le réseau, et là c'est une catastrophe parce qu'en fait ils ont le temps de rien, ils n'ont pas du tout le temps de piloter leur point de vente, ils sont finalement employés de leur propre point de vente. Et du coup on se retrouve avec des personnes ceux qui prennent le temps de s'investir par eux-mêmes, apprécie très mal en fait qu'un autre franchisé à l'autre bout de la France utilise les mêmes supports qui ont été développés par lui, parce qu'il se dit mais moi j'ai pris mon temps sur mon temps de travail avec le client devant moi pour faire ça, et pourquoi on me le prendrait? Donc on n'a pas de la co-destruction, mais on n'est quand même pas très loin en réalité. C'est-à-dire que la collaboration et la synergie qui pourra avoir lieu, elle existe beaucoup moins, quoi, vraiment beaucoup moins. Monsieur Demangel. Juste en fait, pour reprendre l'exemple de Pokawa, ce qui est crucial chez Pokawa, il faut savoir que Pokawa, donc c'est 105 points de vente. Il y a 40% des points de vente, ce sont des succursales. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, Pokawa, lorsqu'il vient nous présenter un modèle à développer, donc pour créer du chiffre d'affaires, etc., des applications et tout, même des choses techniques, des recettes, etc., tout ça a déjà été testé dans leur point de vente en succursale. C'est-à-dire qu'en fait, on sait que ça, c'est déjà des choses qui ont été challengées en interne. Et ça, pour nous, franchisés, déjà, dans l'exploitation courante, c'est crucial, c'est un vrai gage de confiance. Mais également, si on retourne le problème, nous, dans le choix des franchises qui intègrent notre petit groupe, la première question qu'on pose, c'est quel est votre taux de succursale? Tout simplement. Parce qu'en fait, on sait que demain, lorsque ça devient vos critères de choix, quoi. Exactement. Bien nous, c'est un critère de choix. Aujourd'hui, par exemple, une franchise qui nous sollicite, qui n'a pas de succursale, on sait que demain, on va être ses bêta-testeurs. Voilà. Et c'est le point sensible un petit peu. Régine Van Hems, c'est la reine de la punchline. Qu'est-ce que vous nous dites sur ce qui s'est échangé? J'étais tout à fait d'accord avec la nécessité de rendre les bénéfices tangibles. Je crois que c'est juste fondamental, hein. Voilà, il faut d'abord être convaincu avant de se mettre au travail. Néanmoins, alors moi qui ai effectivement observé beaucoup de commerces, on sait bien que la problématique du digital, c'est que les effets sont visibles à plus long terme.
Je fais un prospectus en toute boîte aux lettres, j'ai immédiatement du trafic qui va être créé en magasin. Donc, c'est immédiatement visible. Et quand je compare les deux actions, je me dis, le prospectus, il est beaucoup mieux. Parce qu'en réalité, on le sait bien, le digital et notamment les réseaux sociaux, c'est du temps. C'est du temps pour construire une communauté qui a envie de nous suivre. Ensuite, on va y partager des choses, donc ils vont relayer. Et c'est du temps, donc on a des effets qui ne sont pas visibles à court terme et qui peuvent démotiver. Par ailleurs, alors je sais, il y a beaucoup de commerçants qui ont essayé des trucs, des technos qui n'étaient pas complètement finalisés, qui étaient justement encore en bêta-test, qui ont essayé des trucs, chat échaudé, craint l'eau froide. Et donc aujourd'hui, on leur propose des trucs en disant non, mais maintenant c'est simple, vous allez y arriver, c'est du plug, etc. Et en fait, ils sont extrêmement réticents. Et on le voit aujourd'hui. Alors effectivement, ça dépendra des générations. Puis nous, ce qu'on a observé aussi chez les artisans, ça nous a un peu amusé, c'est de dire qu'en fait, il y a une espèce de culture du bruit. Et en fait, quand on travaille sur les réseaux sociaux, on est dans le silence. Donc, il y a plein d'éléments psychologiques qui font que c'est pas leur, ils ont l'impression que c'est pas leur métier d'être dans l'arrière, je sais pas où, voilà, et que ça fait pas partie. Je pense aux fleuristes de tout à l'heure, c'est pas partie de leur vie. Quand on disait, ben moi, je suis là pour avoir du contact, et donc ils comprennent pas. Donc moi, je pense qu'on pourrait aussi leur dire, mais vous savez, vous pouvez commencer une conversation ailleurs. Et quand vous allez retrouver, ça va être 2 fois plus intense parce que la personne a l'impression de vous connaître. Donc moi, je pense vraiment qu'il faut travailler le avant, créer une conversation. Avant, c'était par téléphone, aujourd'hui, c'est par réseau. Et moi, il m'arrive souvent, voilà, et l'illustration, c'est de dire, j'ai rencontré des gens sur un réseau qui s'appelle LinkedIn. Quand je les rencontre en vrai, j'ai l'impression de les connaître depuis toujours. Et on continue ensuite la conversation. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes sortis, envoyez-moi la photo de votre intérieur. Et moi, je vais vous envoyer des trucs qui vont vous intéresser. Donc, travailler en transversal et non plus effectivement en silotage. Mais c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Madame Obadia, Madame Jean-Père, on va vous remercier. Vous allez entraîner vos voisins d'estrade. Bon retour dans vos entreprises ou dans vos bureaux. Et